En Ukraine, un énorme radiotélescope a été installé, capable d'envoyer de puissants signaux dans l'espace. Dans le monde, il n'existe que deux tels télescopes. Le scientifique russe Alexandre Leonidovitch Zaïtsev espère utiliser cet outil pour envoyer des messages aux extraterrestres. Il partage ses pensées. Je m'occupe d'envoyer des messages à l'adresse de nos supposés frères de l'intelligence. C'est une occupation pour des fous et des solitaires, mais néanmoins, je pense que c'est important. Je suis convaincu que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants capables de respirer et de penser. S'ils étaient suffisamment développés pour entrer en contact avec nous, ils l'auraient déjà fait. L'histoire se déroule dans la baie de Monterey, en Californie, où Lawrence Doime, chercheur à l'Institut SETI, est engagé dans la recherche de nouvelles planètes et l'étude du comportement animal. Il espère que cela pourra aider à la recherche d'intelligence extraterrestre. Nous enregistrons les sons émis par les baleines à bosse et les baleines grises, les dauphins et d'autres animaux. J'espère qu'un jour cela nous aidera à déchiffrer un signal extraterrestre, si nous le recevons, dit-il. Sean Hanser, biologiste marin, note qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont idéales. C'est le meilleur temps dont on puisse rêver, partage-t-il, se préparant à réaliser un enregistrement sous-marin. Il ne peut que supposer à quoi pourrait ressembler un signal extraterrestre, mais connaît bien les voix des baleines et a déjà constitué une véritable phonothèque de sons de mammifères marins. Aujourd'hui, je vais écouter pour la première fois les baleines grises, ajoute-t-il, montrant un hydrophone, un microphone sous-marin qui permet d'enregistrer des sons dans une gamme inaudible pour l'oreille humaine. Nous sommes très satisfaits de ce microphone. Il est arrivé chez nous il y a quelques années. Grâce à lui, nous avons déjà enregistré les voix de plusieurs espèces de baleines. 2 heures plus tard, des baleines grises apparaissent dans la zone de visibilité. Super, c'est un groupe de baleines, elles sont quelque part près de nous. Ai-je raison ? Demande-t-il, essayant de déterminer la direction de leur mouvement. Malgré 3 jours de recherche infructueuse, Lawrence Doime reste patient. Au cours de ma recherche d'intelligence extraterrestre, j'ai appris à attendre. À Moscou, il y a aussi des gens qui cherchent à établir un contact avec des extraterrestres. L'ingénieur radio Alexandre Zaïtsev a développé une méthode pour envoyer des messages dans les coins les plus reculés de notre Voie lactée, bien que les destinataires de ces messages soient encore inconnus. Il se demande à quoi devrait ressembler le message. Quand on dit que le message doit être court, d'autres disent qu'il doit tout contenir. Et cet et l'autre point de vue sont débattus depuis longtemps et existent sur un pied d'égalité. Sur demande de l'Académie des sciences de Russie, Zaïtsev a déjà envoyé plusieurs messages dans l'espace. Son domaine d'activité s'appelle METE, l'envoi de messages à une intelligence extraterrestre. Avec les participants moscovites du projet, ils discutent du prochain message aux extraterrestres, décidant vers quelle étoile ils devraient l'orienter. Voilà, mon intelligence est faite de telle manière que cela m'intéresse. Pour certains, il est intéressant d'acheter un Lexus, et pour moi, eh bien, je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez pour un Lexus, mais pour la synthèse de messages radio-interstellaires, ça marche d'une certaine manière, explique-t-il. Cependant, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de Zaïtsev. L'astronome et écrivain David Brin le qualifie de naïf et considère ses plans comme extrêmement dangereux. Nous sommes très vulnérables. Lâcher une bombe sur nous depuis l'espace est beaucoup plus facile que d'envoyer un vaisseau spatial avec des envahisseurs, prévient-il. Brin exprime ses craintes que des extraterrestres hostiles puissent venir chez nous et détruire notre planète, se référant à de nombreux films de science-fiction qui parlent de bombes autoguidées pouvant être lâchées sur une civilisation après avoir reçu un signal radio d'elle. Ainsi, les potentiels adversaires sont éliminés. Il est possible de créer des robots qui voyageront de planète en planète, extrayant des ressources pour créer leurs réplicants. Ces machines sont appelées des mécanismes de von Neumann. Cependant, comme le souligne un des chercheurs, je ne dis pas que des millions de machines de von Neumann mortelles, terrifiantes et diaboliques n'attendent que de nous attaquer. Je dis simplement que personne n'a prouvé le contraire. Dans son laboratoire à Moscou, le scientifique Alexandre Zaïtsev développe les paramètres techniques d'un nouveau message interstellaire. Il est conscient que la communauté scientifique critique son activité, mais cela ne l'arrête pas. « Personne ne peut m'empêcher », affirme-t-il, continuant à promouvoir son projet. Pour mener à bien sa mission, Zaïtsev a besoin d'un module qui transforme les données informatiques en signaux analogiques.
Le texte du message interstellaire de son ordinateur portable passe par une interface qui le transforme en information numérique, puis en signal radio analogique. Pour cela, nous utilisons ce type de circuit intégré, explique-t-il, comparant l'ancien appareil avec le nouveau plus petit. Après la transformation, le signal passe par l'émetteur vers l'antenne et ensuite dans l'espace. Pendant ce temps, à Tiburon en Californie, un producteur tourne une publicité pour augmenter les profits grâce à l'espace. Bonjour extraterrestres et... Je suis le docteur David Livingstone, propriétaire fondateur du réseau CosmicShow.com. J'ai une nouvelle pour vous. Nous voulons savoir comment voyager dans l'espace et revenir en toute sécurité et à peu de frais. Nous avons besoin de votre aide, déclare-t-il, promettant d'être de bons partenaires dans la communauté intergalactique. L'entreprise de Livingstone peut envoyer des messages dans l'espace pour seulement 99 $. Tous ceux qui souhaitent dire quelque chose aux extraterrestres mais ne savent pas comment peuvent le faire maintenant, ajoute-t-il, soulignant l'aspect commercial de son initiative. Cela suscite des critiques car il est évident que cela a été fait pour gagner de l'argent. Les autorités de l'État de Floride ont sans problème accordé aux organisateurs une licence de diffusion. Jim Lewis, travaillant pour la société Deep Space Communications, envoie également des messages privés dans l'espace au nom de particuliers et d'organisations. Nous envoyons toute information tant qu'elle ne viole pas les normes morales, dit-il. L'expéditeur doit détenir les droits d'auteur sur le matériel envoyé et les messages peuvent être envoyés dans divers formats, texte, vidéo ou musique. Louise souligne que après la transmission au Xiaoko, nous établissons un protocole qui est certifié par un technicien. Celui-ci indique l'heure, la puissance, l'altitude et l'azimut de l'antenne, ce qui permet de déterminer vers quel point dans l'espace les messages ont été dirigés. Nous certifions cela et délivrons au client un certificat indiquant où ces messages ont été livrés, ajoute-t-il, assurant que les personnes de l'agence sont averties des dangers potentiels. Néanmoins, Jim Lewis a la conscience tranquille. Toutes ces stations de télévision envoient chaque jour des signaux dans l'espace, note-t-il, soulignant qu'il est naïf de penser que les différents moyens de communication électronique que nous utilisons sur Terre n'envoient pas de signaux dans l'espace. Donc, nous envoyons constamment là-bas des messages, dit-il, ajoutant que, malgré cela, les extraterrestres veulent nous examiner de plus près. Il semble qu'ils estiment nécessaire de nous rendre plus visibles pour eux, afin d'atteindre l'objectif de leur voyage. À Valence, en Espagne, le boom mondial des messages scientifiques et privés dans l'espace a poussé l'Union astronomique internationale à agir. Je veux juste dire que les scientifiques du monde entier et d'autres sages doivent en se rencontrer et en discuter, conclut un participant à la discussion. Chaque année, des experts de premier plan dans le domaine des voyages spatiaux se réunissent pour échanger des informations sur les dernières avancées techniques et les concepts politiques. Lors du congrès à Valence, il est question de l'adoption d'un accord international interdisant l'envoi de messages aux extraterrestres. Pour de nombreux scientifiques et politiciens, la menace que représente la Terre face aux civilisations extraterrestres a depuis longtemps cessé d'être de la science-fiction. L'ancien diplomate américain Michael Michaud, l'un des initiateurs de ce traité, souligne que si un vaisseau se dirigeant vers la Terre à une vitesse d'un dixième de la vitesse de la lumière était contrôlé par un robot, le temps n'aurait aucune importance. Il se demande, et si les personnes lançant ce vaisseau ou les robots vivent éternellement ou peut-être des milliers d'années? Pour eux, 43 ans ne signifient rien. Lors de la conférence, les participants se sont divisés en deux camps. Les partisans de l'accord mettent en garde contre les dangers qui guettent l'humanité. Michaud insiste sur l'importance d'atteindre d'abord un consensus international, puis d'envoyer des messages à d'autres civilisations. En 1989, il a présenté à l'ONU un projet d'accord régissant la communication avec les extraterrestres, qui interdit aux scientifiques de Pékin de répondre aux signaux reçus de l'espace sans un accord préalable avec la communauté internationale. Cependant, la question de la transmission d'informations dans cet accord reste non résolue. Actuellement, Michaud et ses collègues s'efforcent de corriger ce point, mais le traité qu'il propose n'est pas pressé d'être intégré dans la pratique internationale. Il est encore discuté par la communauté scientifique, et l'ONU ne montre pas d'intérêt.
Michaud souligne la nécessité d'envisager la possibilité de l'existence de civilisations hostiles à l'humanité, qui pourraient nous percevoir comme une menace réelle. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation, mais nous devons en discuter avec des personnes éduquées qui pourraient envisager toutes les options possibles et rendre un verdict sur ce qui pourrait se passer, dit-il. Et alors nous pourrions arriver à la conclusion qui nous amènerait à envoyer des messages dans l'espace avec une grande prudence, ou peut-être même à y renoncer complètement. Néanmoins, les messages tracent déjà leur chemin dans l'espace depuis longtemps, et personne n'est en mesure de les arrêter. Le projet Voyager est devenu le message interplanétaire le plus efficace. À l'origine, il était prévu que 2 sondes spatiales explorent les planètes les plus éloignées du système solaire et disparaissent ensuite dans les profondeurs de l'espace, devenant des débris cosmiques. Cependant, à la NASA, ils ont rapidement compris que Voyager pouvait accomplir une tâche plus complexe, devenir l'ambassadeur de l'humanité dans l'espace. Edward Stone, l'un des participants au projet, souligne que puisque Voyager était le premier vaisseau spatial se dirigeant vers l'espace interstellaire, il a été décidé d'y transmettre un message de la Terre. Ce message a été enregistré sur un disque à l'ancienne, contenant non seulement des sons, mais aussi des photographies de notre planète. Frank Drake, l'un des créateurs de ce disque, conserve toujours un duplicata dans son grenier et se fait un plaisir de le montrer lors d'occasions spéciales. Il décrit le conteneur dans lequel se trouvaient les disques en or à bord des vaisseaux Voyager 1 et Voyager 2. Pour faciliter la participation des futurs auditeurs, Drake a joint au disque un mode d'emploi et un lecteur. Cependant, la question la plus difficile pour lui était le contenu du disque en or. Qu'est-ce qui intéresserait le plus les extraterrestres ? Il en est arrivé à la conclusion qu'il serait stupide d'envoyer des informations scientifiques, car ils savent probablement déjà tout. Au lieu de cela, il a décidé qu'il serait intéressant pour eux d'en apprendre davantage sur la nature de notre planète, car elle est vraiment spéciale. Les images de la Terre au format codé se trouvent dans les sillons du disque en or. Frank Drake a fait tout son possible pour créer une image aussi claire que possible de notre planète. C'était un aperçu succinct de l'état de notre civilisation après 70 ans. Pour la première fois, nous avions des technologies capables d'envoyer des messages au-delà de notre système solaire, dans l'espace interstellaire. Cela a été un indicateur de notre niveau de développement, qui nous a permis d'envoyer un tel message dans l'univers. Des salutations dans 22 langues, les sons de la Terre, et de la musique de Bach à Louis Armstrong. Dans environ 4 milliards d'années, le Soleil explosera et détruira la Terre. Mais ces 2 disques continueront à voyager à travers l'univers et, peut-être, deviendront le seul rappel de notre existence. Je pense que cela a une immense importance. Je suis fier d'avoir pu participer à un tel projet. Il est prévu d'envoyer un message dans les espaces interstellaires. Une entreprise spatiale souhaite révéler à l'univers le principal secret de l'humanité. Il prévoit d'envoyer dans l'espace notre code génétique, ainsi qu'un salut des enfants du monde entier. Bonjour extraterrestres et... Espace, je viens de la Terre. Je veux établir un contact, chers extraterrestres. Soyez gentils et nous vous inviterons sur notre Terre. Comment vivez-vous là-bas ? Si vous le souhaitez, venez nous rendre visite sur Terre. Nous avons aussi de belles choses. Dans le cadre du projet, chaque enfant ajoutera un de ses cheveux, car la racine des cheveux contient de l'ADN. Ainsi, les représentants des civilisations avancées pourront tout savoir sur l'humanité. Bonjour, je m'appelle Tazer. Je veux vous transmettre mes cheveux, afin que vous puissiez me rendre semblable à cela, pour que les extraterrestres puissent prendre mes photos. Salutations d'une autre planète. Les extraterrestres s'intéresseront-ils un jour à ces enfants ? Cela arrivera-t-il parce qu'une entreprise spatiale a décidé de plaisanter ? Il y a de quoi réfléchir. David Brun. Les partisans du réseau pensent que toutes les races extraterrestres sont amicales. Je ne sais pas si c'est vrai, car les preuves font défaut. Peut-être qu'il existe des races extraterrestres avancées qui ne sont pas amicales. Si c'est le cas, peuvent-elles nous faire du mal ? Je ne sais pas. Voilà la question. Nous ne le savons pas. Evpatoria, Ukraine. Alexandre Zaïtsev peut envoyer ses messages uniquement depuis un endroit. D'ici, de la côte de la mer Noire.
Le radiotélescope d'Evpatoria est l'un des 2 plus grands au monde, doté d'un puissant émetteur. Mais le voyage de Zaïtsev en Ukraine pourrait poser problème. Il comprend que ces activités ne suscitent pas toujours l'approbation. Vous comprenez, c'est une question très délicate. Pour moi, elle est plus ou moins claire. Mais quand je commence à l'expliquer aux gens qui en sont éloignés, ils ne me comprennent pas. Et très peu de gens partagent mes opinions, mais je peux les partager. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est une sorte de théâtre de l'absurde, le service du Caucase, Kafka sur la terre ancienne de Crimée. Je ne comprends pas. Peut-être que quelqu'un d'autre comprend, mais moi je ne comprends pas. Parce que l'absurdité de la situation est écrasante. Je ne sais pas quoi faire ici, c'est pourquoi je fais cette déclaration et je ne peux que dire, hélas, qu'avec Evpatoria je dois dire adieu. Adieu, Evpatoria. Baie de Monterey, Californie. Quels messages peuvent envoyer des êtres que nous ne comprenons pas? Pour déchiffrer des signaux inconnus, Lawrence Doyle et Sean Henzer souhaitent calculer la structure mathématique du langage. D'abord le langage des baleines, puis, peut-être, celui des extraterrestres. Nous pouvons enregistrer les sons des baleines à grande distance. Leur voix, en particulier les sons graves, se propagent très bien dans l'eau. Nous allons plonger un hydrophone dans l'eau, puis nous les laisserons s'approcher et passer près de nous. Nous voyons comment les sons des baleines qui passent sont enregistrés. L'enregistrement commence et nous entendons leur communication. Les sons rappellent ceux qui viennent d'un autre monde. Duell utilise la théorie de l'information pour ses recherches. C'est un domaine de mathématiques appliquées et de génie mécanique. Cette méthode a été développée pour l'industrie téléphonique. Elle définit la qualité de l'information transmise à distance. Duell a été le premier à appliquer la théorie de l'information aux dauphins et aux baleines. Le scientifique suppose que les animaux ont la capacité de retrouver des signaux perdus, en particulier chez les baleines. Ces mammifères marins se signalent mutuellement pendant l'accouplement et coordonnent à la chasse et l'alimentation. En appliquant la théorie de l'information à eux, les chercheurs espèrent mieux comprendre leur complexe système de communication. De plus, cela pourrait aider à comprendre la complexité des langues extraterrestres. Certains sceptiques affirment que les chercheurs du programme SETI devraient diriger leur radiotélescope vers Los Angeles plutôt que vers le ciel étoilé. Il se peut qu'il y ait une part de vérité dans ces mots, car la forme physique de la vie extraterrestre pourrait avoir été imaginée sur Terre plutôt que d'émerger dans l'espace. Hollywood répond depuis de nombreuses années aux questions scientifiques sur l'apparence que pourraient avoir les extraterrestres. Chaque enfant sait à quoi il ressemble. La nuit, des personnages célèbres de films de science-fiction et d'horreur se rencontrent sur l'allée de la gloire, où travaillent les créateurs d'extraterrestres Alia Kogilis et Tom Woodruff. Ces lauréats d'un Oscar ont joué un rôle énorme dans la formation de notre conception de la vie extraterrestre. Lorsqu'on leur demande de créer un extraterrestre pour le cinéma, ils s'immergent d'abord dans l'intrigue du film. L'apparence doit correspondre aux exigences du film. Parfois, les extraterrestres doivent être dangereux, parfois pensifs ou bienveillants, et parfois leurs motivations restent incompréhensibles. Leur objectif est de créer une image qui sera compréhensible pour le public et soutiendra la pensée principale du film. Il se peut que les extraterrestres que nous rencontrerons n'aient pas du tout l'apparence que nous imaginons. Hollywood établit des normes moyennes pour leur apparence. Par exemple, l'extraterrestre du film Aliens 4 a un très long cou. C'est une partie de la décision de design pour le faire ressembler à un vautour. À l'intérieur du costume se trouvent des éléments permettant à l'acteur de voir et de respirer. Les créateurs doivent prendre en compte non seulement le film, mais aussi le confort de l'acteur. Ce personnage doit susciter l'horreur, avec des yeux en amande, une petite bouche et un nez presque informe. De plus, ils inventent des détails qui provoquent la peur, tels que des joues creuses, des mâchoires visibles et des tempes enfoncées, afin de créer une image squelettique. Le succès des films fantastiques témoigne du fait que l'idée des extraterrestres fascine l'humanité. Dans les années 1950, le mythe des ovnis est né et les médias ont commencé à rapporter tout ce qui pouvait ressembler à une soucoupe volante. Existe-t-il vraiment des soucoupes volantes? Le professeur de l'Université de Californie, Paul Muller, a créé pendant son temps libre un modèle de soucoupe volante d'un diamètre de 4 mètres et est prêt à la tester en action. En même temps, la peur des ovnis hostiles, capables de détruire la Terre et l'humanité, grandit.
Quelle est la probabilité d'un tel développement? Les scientifiques admettent la possibilité de l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, mais les étoiles sont à d'énormes distances les unes des autres. Même avec les technologies et la science moderne, nous ne pouvons pas proposer de solutions pratiques pour atteindre l'étoile voisine. Peut-être que nous communiquerons par le biais de l'électronique et que les ondes radio deviendront le principal moyen de contact avec d'autres êtres intelligents. Il existe également une possibilité que nous envoyions un jour des robots autoréparables. Mais qu'est-ce que cela nous apporterait? Pourquoi tout cela? Beaucoup pensent que ces robots pourraient devenir incontrôlables et attaquer leurs créateurs. Étant donné le niveau de la science à ce jour, le contact physique avec des extraterrestres reste impossible. Beaucoup continuent de croire que des ovnis visitent notre planète, affirmant que le gouvernement américain cache cette information. À la télévision, des représentants des forces aériennes sont régulièrement invités pour leur poser de nouvelles questions. De temps en temps, les forces aériennes sont accusées de dissimuler des faits sur les ovnis. Le colonel Tucker, répondant à ces accusations, déclare qu'elles sont absolument injustes. Il souligne que les forces aériennes des États-Unis, en collaboration avec le centre de presse du département de la Défense, publient régulièrement des données sur les phénomènes ovnis et soutiennent toujours les médias dans leur quête de mener leurs propres enquêtes. Nous n'avons absolument rien à cacher, affirme-t-il. Cependant, malgré cela, la question se pose. D'où viennent les innombrables témoins des ovnis? Le colonel Tucker explique que beaucoup de ces observations peuvent être des illusions d'optique ou des maquettes faites maison, suspendues à des fils de pêche et photographiées. Néanmoins, il reconnaît qu'il existe des cas que la science n'est pas en mesure d'expliquer. Des observations d'ovnis sont enregistrées à travers le monde, mais un endroit se distingue particulièrement, Rochelle, dans l'état du Nevada. Ici, des objets volants inhabituels apparaissent régulièrement au-dessus d'une route connue sous le nom de route extraterrestre. Little Alley Inn, la seule brasserie dans un rayon de 80 km et lieu de rencontre des habitants de la petite ville de Rochelle, qui est un regroupement de caravanes. Les habitués de l'établissement sont convaincus que des extraterrestres les visitent régulièrement. Glenn Kinsey, le cuisinier de Little Alley Inn, partage son expérience. « Je crois qu'ils existent. En 1972, j'avais 9 ans, et avec ma sœur, nous avons vu un énorme disque gris qui pouvait couvrir 3 ou 4 pâtés de maison. Cela s'est produit en Californie du Sud en plein jour. Il continue. Pendant plusieurs semaines, j'ai observé une lumière très brillante dans le ciel. Cela ne ressemblait pas à un corps céleste ordinaire. C'était trop près de la Terre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais une nuit, d'un côté la lumière était rouge, et de l'autre, elle était orange. Glenn Kinsey note que chaque fois, la lumière apparaît au même endroit, et se demande si cela pourrait être quelque chose dans les montagnes. Non, la soucoupe flotte au-dessus du site d'essai, dit-il, décrivant comment elle reste immobile dans les airs en début de soirée. Que cachent ces points lumineux qui laissent perplexes les habitants et les visiteurs de l'autoroute extraterrestre? Un ovni, non détecté par les radars et les forces aériennes des États-Unis, peut-il flotter au-dessus du désert du Nevada? Et pourquoi les scientifiques ne s'intéressent-ils pas à ce phénomène? Je l'observe chaque nuit, juste pour être sûr que je ne deviens pas fou, ajoute Glenn Kinsey, soulignant sa méfiance. Dans cette petite ville, il y a des gens qui s'intéressent aux mythes et veulent voir si c'est vrai. Il y en a aussi qui affirment avoir eu des expériences de contact avec des extraterrestres. Ils veulent venir ici et partager avec d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires, dit-il. Le secret est peut-être caché derrière une chaîne de collines qui s'étend le long de l'autoroute extraterrestre. Derrière les collines se trouve la base militaire secrète de Nellis, où l'armée de l'air des États-Unis teste des aéronefs militaires. C'est à seulement quelques kilomètres du village mobile de Rochelle. Dave Sims, un retraité, passe des journées chaudes dans le désert sur une plateforme d'observation faite maison, d'où il peut bien voir les aéronefs des forces aériennes des États-Unis. De nombreux avions de combat ont été testés ici, dit-il, notant que dans le silence du désert, ces machines peuvent sembler très inhabituelles. Beaucoup de nouvelles technologies sont encore en phase d'essai, y compris les Raptors et des technologies secrètes à rayonnement dirigé. Dans le ciel peut flotter un objet que aucun radar ne détectera. Cela crée une incertitude, car on ne sait jamais à quoi s'attendre de l'ennemi et comment le frapper. Il est possible que cela soit lié à la base militaire de Nellis, connue sous le nom de Zone 50 et 1
une installation ultra secrète. Pendant de nombreuses années, parmi les partisans des théories sur les ovnis, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les forces aériennes stockaient des débris d'ovnis tombés dans des bunkers souterrains et tentaient d'imiter leur technologie. Cependant, aucune preuve de cela n'existe. Pendant longtemps, le gouvernement des États-Unis n'a pas réagi à ces rumeurs, ne les reconnaissant ni ne les niant. Pour les théoriciens des ovnis, cela est devenu une confirmation de leurs hypothèses. Sous la pression du public, le gouvernement des États-Unis a décidé de mener une étude sur le phénomène OVNI. En 1969, un rapport connu sous le nom de Projet Blue Book a été publié. Ce document contenait des explications objectives de plus de 12 000 cas d'apparition d'OVNI, mais il n'y avait rien qui confirme leur existence. Des questionnaires ont été collectés et traités pendant 20 ans, et au final 700 cas ont été trouvés que le gouvernement n'a pas pu expliquer. Certains d'entre eux sont devenus des classiques et ont même acquis un statut culte, comme par exemple le film qui prétend montrer l'autopsie d'un extraterrestre mort. Bien qu'il soit facile de prouver que ce film est une contrefaçon, la légende des extraterrestres continue de vivre. Le film sur l'autopsie de l'extraterrestre est devenu un mythe moderne et a trouvé sa place dans la culture pop américaine. C'est un business lucratif, vendant de petits porte-clés avec des figurines d'extraterrestres. Les gens sont intéressés par la communication avec l'univers, mais ce n'est pas aussi simple que d'acheter un jouet avec de grands yeux. En réfléchissant à de telles choses, on peut comprendre que nous ne pouvons même pas imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie si tout cela était vrai. La science devient plus fascinante lorsqu'elle est confrontée à des phénomènes étonnants de la nature. Dans le laboratoire de Lawrence Doyle, le biologiste marin Sean Hanser décompose les enregistrements des baleines en éléments distincts et analyse la structure des sons. Il découvre que les signaux des baleines ont une structure hiérarchique, observée auparavant uniquement dans les langues humaines. Les baleines composent des sons distincts en phrases qui se répètent périodiquement, ce qui indique une communication. Cependant, les chercheurs ne se précipitent pas à affirmer que les baleines ont un langage, car leur forme de communication n'a pas encore été suffisamment bien comparée à celle des humains. Certains anthropologues affirment que plus un langage est complexe, plus la communauté est complexe. Et cela peut être observé dans le cas des baleines. Si cette hypothèse est correcte, la complexité d'un langage extraterrestre pourrait s'avérer trop élevée. David Brin, auteur de romans de science-fiction, réfléchit souvent à la manière dont devrait sonner un signal venu de l'espace. Il rêve d'entendre un véritable signal, mais l'univers demeure silencieux jusqu'à présent. Ce silence l'effraie. Si d'autres planètes abritent de nombreuses formes de vie intelligentes et que toutes se taisent, peut-être devrions-nous suivre leur exemple. Ils peuvent avoir des raisons pour un tel comportement. Alexandre Zaïtsev, scientifique russe, estime qu'il est insensé de se taire. Il met tout en œuvre pour envoyer son nouveau message dans les plus brefs délais au nom de l'humanité tout entière, même si cela ne se fait pas depuis Evpatoria, mais depuis un autre endroit. Il affirme qu'il ne révèle rien de stratégiquement important ou de hautement secret, mais que cela sera intéressant pour eux. Zaïtsev parle du fait qu'ils partagent les sommets de leur art, de leur littérature et de leur conception du beau. C'est une orientation humaniste de leur message, et il ne voit rien de criminel à cela. Une voix critique dans le débat en cours sur la représentation de l'humanité dans le cosmos, David Brin a récemment exprimé de vives inquiétudes concernant ceux qui plaident pour l'envoi de messages aux civilisations extraterrestres. Il soutient que si l'humanité devait offrir tout ce qu'elle possède, sa culture, sa musique, sa science et sa littérature, que resterait-il à échanger pour nous ? Brin met en garde que ceux qui s'engagent dans de telles actions aujourd'hui pourraient un jour être qualifiés des plus grands traîtres de l'humanité. Il est stupéfait que, à part lui, personne d'autre ne semble protester en ce qui concerne la sécurité de notre planète dans l'immensité de l'espace. Il souligne la vulnérabilité de la Terre, notant que l'existence même d'une seule forme de vie intelligente peut représenter une menace significative. Les risques se multiplient de manière exponentielle si plusieurs espèces intelligentes sont impliquées. Bien qu'il plaide pour la diversité et la tolérance, Brin insiste sur la nécessité pour l'humanité de s'unir. Il croit que cet effort collectif est d'une importance capitale, marquant un moment crucial dans la conversation sur notre place dans l'univers.